Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Tout de suite, les titres de votre JT sur Calédonia. L'avenir de la société Le Nickel est-il compromis ? Malgré de multiples tentatives de soutien à plusieurs niveaux, économiques, humains et matériels, la SLN se trouve dans une situation de plus en plus critique. Nous faisons le point dans un instant. La ville du Mont-d'Or a mis en place un dispositif depuis 2016 qu'elle nomme Parcours éducatif citoyen. Objectif, lutter contre la délinquance en accompagnant davantage les familles. On le voit dans cette édition. 15 ans que le chapiteau de Nouvelle-Calédonie sillonne le pays. Elle démarre sa nouvelle saison et s'installe pour la 5e année consécutive au village de Vaux. Une belle programmation vous y attend dès jeudi. Et pour parler de cette structure, nous serons avec Quentin Rétali, directeur du chapiteau. Bonsoir Quentin, vous allez bien ? Oui, ça va Antoine. Très bien. Nos jeunes Calédoniens ont du talent et tentent de le faire savoir. C'est le cas de Louis, originaire de Boulou-Paris. Nous l'avons rencontré à Marais. Il perfectionne un outil de marcottage qui pourrait faire le bonheur des maraîchers et horticulteurs. On le découvre à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, l'avenir de la SLN est-il compromis ? Un avenir sombre semble se dessiner pour la SLN, la société Le Nickel dans le pays. Si depuis 10 ans déjà, la direction multiplie les plans d'urgence pour tenter d'équilibrer les comptes, aujourd'hui, elle se trouve face à une situation de plus en plus critique. Les signaux d'alerte se succèdent. Les explications de Michel Pimbé. L'avenir de la SLN est-il compromis ? Vendredi dernier, le président Louis Mapou a rendu visite à Paris à Christelle Bory, la présidente d'Eramet, pour évoquer les difficultés de la SLN. Dans le management qui va être confié à partir du 12 mai, au nouveau directeur général de la SLN qui est Jérôme Frappe, l'objectif de production sur les bases qui sont prévues, et notamment 45 000 tonnes cette année pour la SLN, ils puissent les atteindre parce que ça atténuerait déjà les difficultés qui sont en cours. En mars dernier déjà, un audit réalisé dans le cadre d'une procédure d'alerte lancée par les syndicats montrait que les métallurgistes favorisaient l'export au détriment de la production de l'usine qui est censée apporter plus de valeur ajoutée. Autre problème majeur, selon nos informations, Christelle Bory aurait confirmé que la maison mère n'injectera plus d'argent dans la SLN. Il compte sur l'autre actionnaire qui est l'État pour le faire. Donc l'État le fait là, Eramet y contribue. Dans le cadre du soutien qui est en cours. Donc c'est une discussion qu'il faut poursuivre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, avait également indiqué lors de sa visite au mois de mars que l'État ne mettrait plus la main à la poche tant qu'il n'y aura pas de projet industriel sur la table. Du côté des syndicats, beaucoup de questions se posent. En tête, l'enjeu de l'arrivée le 12 mai du nouveau directeur de la SLN, Jérôme Favre. Il vient de mener à terme la vente de Aubert et Duval, une filiale du groupe Eramet spécialisée dans les alliages de haute performance. Doniambo, l'usine a été mise un peu de côté depuis 3 ans. On a priorisé l'export. Donc nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut remonter le ferro-nickel et la valeur ajoutée. Donc nous, on s'inscrit dans ce cadre-là et en espérant que lui s'inscrit sincèrement dans ce cadre-là, on en recevra plus quand il sera là. Mais j'espère que la démarche est vraiment de venir sauver la société et non pas à l'inverse. Autre problème, les objectifs d'exportation de minerais de 3,5 tonnes censés équilibrer les comptes ne seront pas atteints pour 2023. Avec la fermeture temporaire de la mine de Poum en raison des procédures administratives en cours avec la province Nord, c'est 900 000 tonnes de moins qui s'ajoutent aux 800 000 tonnes non produites l'année dernière. On a perdu la confiance au niveau de notre direction locale déjà, qui est mise par Eramet, et on a aussi perdu confiance en Eramet parce qu'aujourd'hui on n'a pas de retour. On a un retour de notre PDG qui dit qu'elle veut rester en Calédonie. Oui, ok, elle veut rester en Calédonie, mais qu'est-ce qu'elle veut faire demain du nickel calédonien ? On voit très bien que Eramet aujourd'hui investit à Weda Bay, a des projets batteries encore avec l'Allemagne sur Weda Bay en Indonésie. Pour intégrer le marché des batteries. Sur le plan mondial, une autre menace pèse sur le métallurgiste. Le ferro-nickel, principale matière produite par la SLN, va être coté à la bourse de Shanghai, une entrée qui risquerait de faire baisser son prix. Question de société à présent, plus de 40% des jeunes scolarisés en 3e ont déjà commis une agression. C'est un des points soulevés par l'étude Bien dans mes claquettes, dont les résultats ont été dévoilés en février dernier. Sur les 3000 collégiens interrogés de la province sud, 16% d'entre eux ont déclaré avoir commis un vol et 12% un acte de vandalisme. Pour lutter contre la délinquance et éviter qu'elle ne s'installe dès le plus jeune âge, au Mont-d'Or, la ville a décidé de mettre en place ce qu'elle appelle
un parcours éducatif citoyen. Un dispositif d'accompagnement familial et qui se veut pluridisciplinaire. Renaya fait partie des participantes du programme. Audrey Pouedil l'a rencontrée. C'est pour ça que Cédric, tout à l'heure, je t'ai dit encore une fois, c'est vrai que tu ne parles pas et tu communiques beaucoup. Parce que tu étais sur une communication fermée, les bras croisés, etc. Mais on agit tous de cette façon-là. Renaya suit des ateliers de ce type depuis les vacances du mois d'avril. Durant ces 2 semaines, les jeunes ont été suivis par des professionnels, éducateurs spécialisés, animateurs, intervenants ou encore coachs. Un accompagnement qui se poursuit désormais tous les mercredis après-midi. Je suis venu ici parce que j'ai fait des bêtises au collège et ils ont mis en place un truc pour nous les jeunes. Ça s'est bien passé. J'ai appris ce qu'on peut, si on fait des bêtises, qu'est-ce que ça va faire. Voilà, les sanctions, tout ça. On a fait des activités comme aller au judo. Après, les sports, c'est pour nous libérer aussi. Genre, on peut se libérer d'une autre manière. Ça me plaît, les ateliers. Ça fait beaucoup de bien pour en parler. Genre, ça m'aide beaucoup aussi. Le parcours éducatif citoyen est une mesure proposée dans le cadre du Conseil des droits et des familles de la ville du Mont-d'Or. Un dispositif de veille éducative mis en place depuis 2016. Objectif, être au plus près des jeunes via les établissements scolaires. Difficultés de comportement, absentéisme, violence, ces derniers remontent des soucis rencontrés avec des élèves auprès du conseil qui par la suite leur propose un accompagnement avec leurs parents. L'idée, c'est de les rattraper avant et de les raccrocher un petit peu au système scolaire. Donc, les difficultés qui sont rencontrées, elles sont variées. Ça peut être d'ordre familial, d'ordre social, ça peut être des difficultés scolaires. L'idée, c'est de les encadrer au mieux et de leur redonner un cadre. Et les parents sont pleinement impliqués dans le dispositif. Vraiment, on ne peut rien faire sans les familles, ce n'est pas possible. Et l'idée, c'est vraiment de ne laisser aucun jeune sur le bord du chemin parce qu'on sait très bien comment ça se finir. Et après, c'est très compliqué de le rattraper et puis de l'amener sur une voie différente. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis pour certains, c'est plus long, voire parfois c'est un échec. Pour un petit pourcentage, on n'arrive pas toujours à les raccrocher. Mais en général, ça porte ses fruits. Le parcours éducatif citoyen dure environ 2 mois. Chaque session recense moins de 10 participants. Une volonté de la commune pour accompagner au mieux les jeunes et les familles. Mouvement de contestation ce matin chez les sapeurs-pompiers volontaires à Nouméa. Rassemblés devant le centre d'intervention et de soutien spécialisé de la sécurité civile, les pompiers réclament leur indemnisation qui ne sont toujours pas tombées depuis près de 3 mois. Des retards de paiement qui s'expliqueraient par un enchaînement d'événements exceptionnels et qui devraient être régularisés dans les prochains jours, a assuré le directeur de la sécurité civile, Frédéric Machileccia, au personnel sur place. Appel à la vigilance pour les automobilistes. D'importants changements de circulation sont signalés sur la voie express 2 par la province sud. La démolition du pont de l'échangeur nord de Païta a débuté aujourd'hui. La circulation est déviée sur les bretelles de l'échangeur jusqu'en septembre. Le montant des travaux s'élève à 1,2 milliard de francs et comprend la construction d'un nouvel ouvrage d'art. Cela fait maintenant 15 ans que le chapiteau de Nouvelle-Calédonie sillonne les routes du pays. Plus qu'une salle de spectacle, il s'agit d'un véritable centre culturel itinérant. C'est l'œil de la rédaction. À chaque arrêt, ils sont plus d'une cinquantaine à s'activer pour tout installer. Comme à Vaud ce matin, premier stop de la structure où Hawaii n'a pas manqué à l'appel. Membre du Urban Breaker Crew, il présentera pour la première fois son spectacle Le Malaki. Une aubaine pour ce jeune homme de 28 ans pour qui la culture exprime la parole du peuple. Un reportage d'Océane Zobler. Premier coup de marteau pour les équipes du chapiteau qui montent la structure principale. Des dizaines de pieux et de poteaux doivent être placés pour soutenir la grande toile. Hawaii n'est pas de trop, il fait partie de la bande depuis 5 ans. Ce jeune homme a commencé à découvrir le chapiteau en tant que bénévole pour le service civique tout en faisant des spectacles. À présent patenté, il présentera jeudi sa toute première création artistique Malaki, une nouveauté qui ouvre la tournée 2023 du chapiteau. Du coup, dans Malaki, j'essaie un peu de parler des choix qu'on nous donne, qui sont souvent binaires. Moi, perso, je ne me reconnais pas dans les gens qui sont censés nous représenter. Je ne me reconnais pas. Et puis, je sais que beaucoup de monde partage cette vision-là. Et du coup, c'était porter la voix du peuple un peu, essayer de
pouvoir raconter ça. C'est un gros challenge pour moi parce que c'est le premier spectacle professionnel de l'association Urban Evolution avec qui je travaille depuis 2008. Je travaillais avec 3 dramaturges, Sylvain Lornier, Marité Siwen et Siman Wenetem, qui m'ont aidé à l'écriture, la poésie. Et beaucoup de danseurs, Richard Digoué, Johan, etc. m'ont aidé pour l'écriture de la danse. Du coup, dans le spectacle, il est pluridisciplinaire. Je n'ai pas encore prévu la tournée. Voilà, ça c'est encore une partie encore assez compliquée encore. Mais j'espère le jouer le plus possible. Et après, avec les barres de tir fort qui sont là, on va venir tromper soit pour prendre de l'attention, soit pour donner du mou tout à l'heure. C'est indispensable pour le chapiteau d'avoir toujours plus de mains. Ouais, on est dans la transmission, dans l'échange. Voilà, ça leur permet de découvrir d'autres choses aussi, enfin, vraiment l'envers du décor, comprennent un petit peu mieux les problématiques ou les contraintes qu'il y a quand on change de lieu ou quand ils sont sur le plateau, les lumières d'ambiance qu'il faut pour leur spectacle. Enfin, ça les nourrit en tout cas en tant qu'artiste aussi d'avoir cette expérience. Dis Julien, tu regardes Herman, Julien s'il te plaît. Ok, stop Herman et Laïla, un peu Julien et Ossé. Si la structure n'a pas changé depuis 15 ans, les visiteurs auront malgré tout la chance de revoir la famille Wallace au complet après 6 ans d'absence. Une fête foraine qui ravira petits et grands, lancer de claquettes, maillotches pour ceux qui souhaitent tester leur force, autant de jeux qui seront proposés avant et après les spectacles. Le chapiteau restera sur la commune de Vaud jusqu'au vendredi 19 mai. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur leur page Facebook ou par téléphone au 27 56 36. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Quentin Rétali, directeur du chapiteau. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir Quentin. Bonsoir, oui. À l'heure où on se parle, ça va? Vous avez pu planter les pieux, le chapiteau se solidifie? Ah bah là, à cette heure-là, j'avais très peur d'être encore en haut d'une échelle en train d'accrocher les entourages. C'est à peu près ce qui se passe, mais on a une super équipe et du coup, on a pu arriver tranquillement. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Et pour parler actu du chapiteau, vous proposez 6 rendez-vous à travers le pays cette année. Pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce qui attend les Calédoniens rapidement? Oui, alors rapidement, là on fait Vaud. Après on va avoir un travail avec le Pikinini sur le centre culturel Chibaou. En août on sera sur Kwawa. En septembre sur Point Bout avec un partenariat sur le silo aussi qui sera fait sur le site du chapiteau. Septembre-octobre on aura le festival en quartier qu'on fait depuis quelques années avec la ville de Dembéa. Et après on partira sur Thio jusqu'à début novembre. Et la fin d'année on sera normalement sur Nouméa. Cette année, le chapiteau fête ses 15 ans. Se maintenir, j'ai envie de dire, est un exploit en soi pour une structure comme la vôtre. Quel est le secret quand on connaît un peu les coupes drastiques dans les budgets dédiés à la culture ces dernières années? Alors le secret, mais c'est le secret depuis le début, c'est juste qu'on augmente encore cette petite recette, c'est de croiser les financements, de ne pas se reposer sur une seule institution qui pourrait du jour au lendemain décider qu'elle coupe tout et tout disparaît. Et c'est aussi de multiplier les partenaires, les sponsors, d'appeler, et ça c'est très important aussi, aux dons et aux participations du public. On a, c'est ce qu'on fait, voilà. Et puis depuis l'an dernier, on a aussi rendu cette participation un peu plus obligatoire. L'idée c'est que chacun doit participer en arrivant au chapiteau, soit en donnant un petit peu d'argent, donc à la hauteur de ses moyens, soit pour ceux qui n'ont pas forcément d'argent mais qui ont un champ, qui ont des choses comme ça, des produits frais, des chasseurs, des pêcheurs, peu importe, mais ça permet aussi de nourrir les artistes, d'améliorer un peu le quotidien aussi, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de faire des plats très, très sympas. Donc voilà, tout ça c'est important et ça permet aussi qu'on arrive à trouver des équilibres budgétaires, la participation des gens aussi. Quand quelqu'un met 1000 francs, 2000 francs par personne, ça permet d'avoir quelque chose qui ressemble presque à un prix de spectacle. Donc voilà, chacun fait comme il peut. Après, ceux qui peuvent pas, ils mettent 100 francs, 200 francs, c'est pas grave. Et puis après, on va aussi beaucoup développer une campagne sur le mécénat, les partenaires, les sponsors. D'ailleurs, Calédonia fête ses 10 ans et a décidé de reprendre un peu la marge d'un sponsoring avec nous et nous aide un petit peu aussi sur la communication, parce que c'est très important aussi de pouvoir ramener du monde. Les gens regardent la télé, c'est aussi comme un vrai vecteur d'information, surtout depuis la disparition des nouvelles. On a besoin aussi de pouvoir faire passer ces informations-là pour dire aux gens de venir. Alors Quentin, justement, là on parle de démarche participative, mais
les budgets sont souvent difficiles à recouper, à regrouper, à trouver. Peut-on s'étonner de ce manque de soutien des collectivités quand on sait que le chapiteau est parfois le seul accès à un programme culturel dans certaines communes? Oui, je pense qu'on peut s'étonner, on peut se demander pourquoi, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui préside à ces décisions. C'est toujours difficile de se décider, est-ce que c'est vraiment de la pure comptabilité, on a décidé qu'il fallait couper là, donc on va couper, ou est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a un choix qui est fait de dire, en fait, ça, ces propositions-là qui rassemblent, qui voyagent, qui essayent un petit peu de tisser des liens dans le pays, sont plus des priorités. Donc on peut se demander ça, est-ce que c'est ça qui est derrière l'idée? Mais c'est pas des choses qu'on nous dit officiellement, on se contente de nous indiquer qu'il y a une baisse supplémentaire, sans se demander si on va devoir licencier ou si on va encore pas pouvoir travailler avec les équipes qu'il faut, les permanents. Parce qu'on est nombreux, mais on a beaucoup de jeunes qui sont avec nous, qu'il faut former tout le temps. Donc ça fait partie un petit peu de nos démarches militantes et citoyennes. C'est important et on est à fond derrière. Mais c'est vrai qu'on manque d'une équipe d'encadrement stable, fiable, qui nous permettrait de vraiment reprendre de la voilure. On tente chaque année de relier les deux bouts au niveau du budget. Vous l'avez dit, vous êtes nombreux. Au-delà des personnes sur scène, de nombreux métiers gravitent autour des arts du spectacle. En 15 ans, le chapiteau a participé à contribuer à révéler aussi bien des jeunes talents que former des techniciens. Ça fait partie de vos missions? Alors, on n'est pas missionné pour faire de la formation, on n'est pas un organisme de formation, mais par contre, on a besoin d'avoir des forces vives, des gens qui sont prêts à s'impliquer, qui sont prêts à faire du festival, qui sont prêts un peu à se défoncer pour ça, en fait, pour le spectacle vivant. Il n'y en a pas assez, on a besoin d'artistes qui montent, on a besoin de les soutenir. Donc nous, on estime que ça fait partie de nos missions. Mais personne nous a dit faites-le. On le fait parce que à un moment il y a une absence, il y a un besoin, il faut le créer, il faut monter en professionnalisation, il faut que les jeunes ils puissent devenir des professionnels en fait, des gens dont c'est le métier, de faire rêver les gens. Faire rêver les gens, c'est quelque chose de compliqué. On fait pas ça comme ça en arrivant de nulle part. On a besoin de passer par un parcours. Ce parcours, c'est de la rencontre de public. Donc quand on les associe avec le chapiteau, ils voient plein de publics différents, pas seulement un public de salle de Nouméa. C'est de la rencontre de public, c'est du partage d'expérience. Le chapiteau, c'est aussi une base vie. Ça, c'est très important, cette dimension-là. Parce que dans la cinquantaine de personnes, il y a les 2/3, c'est les artistes qui vont venir, qui vont passer un temps, qui vont échanger entre eux, qui vont du coup aussi, en rencontrant les jeunes et tout ça, créer des liens qui vont après aboutir à des projets, des spectacles, des choses comme ça. Et justement, avec le chapiteau, vous proposez également des ateliers d'initiation aux enfants lors de vos déplacements. Quelle est l'idée et quelles sont les spécialités que les jeunes vont pouvoir découvrir cette année? Alors cette année, il y a pas mal de théâtre parce que justement on a beaucoup travaillé avec la danse et les danseurs aujourd'hui sont sur des projets, et c'est très très bien d'aller se former aussi à l'extérieur, des démarches d'export et tout ça. Donc ils sont un petit peu moins avec nous, même ils restent présents. Par contre, donc on a une programmation qui est plus orientée vers le théâtre. Donc c'est un petit peu ça. Nous, les ateliers qu'on propose, c'est un petit peu opportuniste, c'est au petit bonheur la chance. Là, on a tel spectacle qui arrive avec tel artiste qui a telle compétence, donc on va pouvoir envoyer une proposition à une école, à un collège, pour leur dire écoutez, si ça vous intéresse, vous avez emmené vos élèves, maintenant si vous voulez que l'artiste vienne dans une salle de classe, des fois l'action culturelle c'est aussi d'envoyer directement un spectacle dans une salle de classe. On s'appuie là-dessus beaucoup sur le Dansobus, un projet qui est porté par Troc en Jambes, qu'on a un partenariat qui permet que du coup elle puisse faire plus de dates, elle va jouer devant les plus petits et puis après les plus grands peuvent venir au chapiteau. Donc il y a cette idée un peu que cette salle soit pas un bloc de béton avec des murs et qu'au contraire ça puisse transpirer, ça puisse circuler. Il faut que ça circule. Quentin Etali, merci de permettre à la culture de se mouvoir, de se déplacer aux quatre coins du pays grâce au chapiteau. Pour rappel, le chapiteau est installé jusqu'au 22 mai à Vaud. Il ouvre ses portes ce jeudi à 18h avec le spectacle du danseur hip-hop qu'on a découvert dans le reportage, intitulé Malaki du jeune Hawaï. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci Quentin et que des bonnes choses pour le séjour. Merci. Créer, inventer de nouveaux produits et les proposer au reste du monde, les jeunes du pays peuvent le faire. À l'image de Louis, originaire de Boulou-Paris. À la fin de ses études, il crée un produit innovant dans le domaine de l'horticulture et du jardinage. Pour ce jeune, cela reste tout de même un parcours plein de surprises. Entre Marais et Nouméa, on a suivi ce jeune Calédonien inspiré. Il en a fait 5. On a coupé une ce matin, donc ça a été mis pareil il y a 2 mois et demi.
Puis là, on voit bien les racines qui sortent au travers du kit de marcottage. Louis profite d'un séjour sur Nengoné pour vérifier l'avancement des marcottes effectuées grâce à un kit qu'il a lui-même créé. 2 disques, de la mousse, on vient remplir le sachet avec de l'eau. On la laisse s'imbiber d'eau pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc je mets l'argot dans la perforation. Hop. Et je vais venir former un cylindre. Et à l'intérieur, on va y venir mettre le substrat. Donc de la terre, de la bourre de coco ou de la mousse. Il ne suffira plus que de clipser et serrer le tout sur la branche. En moins de 3 minutes, la marcotte est donc réalisée. Selon Louis, si l'innovation et la création d'entreprises est à la portée de tous, le soutien des forces publiques et privées pour les innovations lui ont été plus que nécessaires. Le programme Pépite, relayé par l'ENC ou encore le dispositif Ambassadeur La Tech par exemple, lui ont permis de se créer un réseau ici au pays, en France métropolitaine, mais aussi dans le Pacifique. Mais des barrières subsistent. La principale difficulté que j'ai rencontrée dans les pays anglophones, chez nos voisins, c'est la différence de culture, les codes qui ne sont pas forcément les mêmes, et la préférence pour les produits faits localement par des personnes du territoire. Donc d'où l'importance de faire des déplacements, de rencontrer des personnes sur place pour que ce soit des relais de croissance chez nos voisins. Pour ce nouvel entrepreneur, le besoin d'une véritable équipe avec différentes compétences devient une évidence. On livre un client, on est sur la route, on ne peut pas faire la gestion administrative quand on est sur le terrain. Aujourd'hui, l'innovation de Louis est proposée dans plus de 15 points de vente sur l'ensemble du pays et il est bien référencé sur des sites spécialisés en jardinage en France métropolitaine. Et du sport avant de refermer cette édition, clap de fin pour Antoine Comboiré. Le club du FC Nantes souhaite se séparer de son entraîneur. Information confirmée par l'AFP et le quotidien régional Ouest France. 17e du championnat, Nantes est premier relégable. L'équipe des Canaries traverse une série de 11 matchs sans victoire. C'est Pierre Aristouille, ancien joueur du FC Nantes et actuel entraîneur des U19 qui va lui succéder. Il va diriger l'équipe pour les 4 derniers matchs de la saison. Nous arrivons au terme de notre édition. Tout de suite après, retrouver Stéphanie Marlier dans sa tourne. Elle reçoit David Mingues, animateur 3D pour Illumination Studio Paris. Il a notamment collaboré pour des films d'animation tels que Les Mignons ou Comme des Bêtes 2 et bien d'autres à découvrir dans sa tourne. Puis à 19h55, votre magazine Zone Interdite vous transporte dans le plus gros zoo de France. Plus grand, plus fou, les nouveaux défis du zoo de Beauval. Je vous souhaite une belle soirée sur notre antenne et à demain.